Sous le titre « La rationalité comme conséquence de l'animalité », je me propose de synthétiser, de donner un aperçu synthétique d'un certain nombre de considérations anthropologiques que j'ai développées ailleurs, dans des écrits très dispersés, qui vont de dire le monde à notre humanité, en passant par philosophie, enfin pourquoi la musique et d'autres articles. Je précise, ça y est, je précise que plus ou moins le plan que je vais suivre, je partirai de ce que j'appelle les deux négations contemporaines de la spécificité humaine, avant d'en venir à la formulation de ma propre thèse, qui est que l'homme est un animal rationnel, mais que la rationalité, chez l'être humain, s'identifie avec la forme de son langage que je définis par deux caractéristiques, il est prédicatif et indicatif. J'expliquerai tout ça, du moins j'espère. J'en tirerai quelques conséquences ontologiques ou métaphysiques, entre guillemets, et si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait, je traiterai, pour terminer, une approche que j'appelle alternative par la structure de la conscience humaine et qui devrait aboutir au même résultat, mais il est probable que je n'ai pas le temps d'y arriver puisque nous sommes déjà très en retard. Alors, commençons. Alors, dans l'Antiquité, chez Aristote en particulier, les hommes étaient définis par deux grandes oppositions. Au-dessus d'eux, il y avait les dieux, au-dessous d'eux, il y avait des animaux. Ce que les hommes avaient en commun avec les uns les opposait aux autres, et ce qui les distinguait des uns les liait aux autres. Les hommes avaient en commun avec les dieux d'être rationnels, ce qui les opposait aux animaux qui ne peuvent ni argumenter ni raisonner. Mais les hommes avaient en commun avec les animaux d'être des vivants mortels, ce qui les opposait aux dieux qui, eux, sont des vivants immortels. Il y avait par conséquent, pour simplifier, trois faunes, trois types de zoa, les vivants immortels rationnels, les vivants mortels sans raison, et l'homme, entre ces deux autres, ni irrationnel comme les bêtes, ni rationnel, ni immortel comme les dieux. Voilà qui garantissait la nature humaine entre deux natures. L'homme était au centre du monde, non pas au sens où il en aurait été l'espèce la plus élevée, mais au sens où sa nature propre, pour imparfaite qu'elle fût, était enserrée comme à mi-chemin entre deux autres natures parfaites, l'animal et le dieu. Aujourd'hui, tout se passe comme si nous avions perdu les deux repères qui nous définissaient, nos limites supérieures et inférieures. Les théories évolutionnistes nous ont appris que nous sommes, nous autres, humains comme les autres animaux, le fruit de l'évolution naturelle, et que ce qui nous différencie des bêtes, ce n'est ni une différence absolue, ni une opposition de nature. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de la conscience chez beaucoup d'animaux supérieurs, qu'il y a des modes de communication chez de nombreuses espèces sociales, de l'intelligence chez les primates, qu'il y a même des modes de transmission des acquis culturels chez certaines espèces de chimpanzés. Par ailleurs, nous ne croyons plus que le ciel soit habité par des dieux immortels. Pour une bonne partie de la modernité, le ciel est vide. C'est ce qu'on appelle la sécularisation du monde. Et pour une autre partie de la modernité, parce que Dieu est infini, inconcevable, incompréhensible ou caché, comme aurait dit Pascal, il est si élevé et si loin de nous que nous ne pouvons plus nous définir par rapport à lui. Aucune distinction ne nous sépare des bêtes et une distance infinie nous sépare de l'au-delà. Incertain sur notre nature, doutant même d'en avoir une, nous rêvons parfois pour l'homme d'un destin animal ou divin. Il y a ainsi, aujourd'hui, dans divers courants de la philosophie contemporaine, comme des sciences humaines, deux façons opposées et symétriques de nier la spécificité humaine. D'un côté, on soutient que les traditionnels propres de l'homme, le langage, la culture, le symbolique, la réflexion, l'art, se trouvent déjà, comme on dit chez l'animal, et que l'homme n'est donc qu'un animal comme les autres, avec les diverses conséquences qu'on peut en tirer, tant sur le plan épistémologique, jusque dans certains courants de l'anthropologie culturelle, ou moral, animalisme, anti-humanisme, etc. La vraie communauté étant au-delà de l'humain, la distinction de la nature et de la culture n'a plus guère de sens, dit-on,
La barrière entre l'humain et le non-humain est un héritage purement occidental, donc nullement universel. Il faut penser que nous sommes des animaux, ou des vivants, ou des habitants de la biosphère, ni plus ni moins. Et il ne faut pas être humaniste, par exemple, parce que la communauté est essentielle, est au-delà de l'humain, l'Homo sapiens n'étant qu'une espèce animale parmi d'autres. Mais inversement, on prétend dépasser l'humanisme par l'autre bout, non plus par l'animalisme, mais par le post-humanisme. On soutient en effet, d'un autre côté, que la rationalité n'est nullement le propre de l'homme ou de l'humanité, puisqu'elle est en fait le fait des machines informatiques qui n'ont nul besoin d'une conscience animale, ni même d'un support biologique, avec les diverses conséquences qu'elles peuvent être techniques, le clouding, etc., aussi sur le plan épistémologique, jusque dans certains courants cognitivistes des sciences humaines, et moral, transhumanisme, post-humanisme. Le destin de l'homme n'est plus son devenir animal, comme on en parlait un instant, c'est au contraire son devenir machine. L'utopie transhumaniste affirme donc un jour l'homme ne sera plus un mammifère, ni même un animal. Il se libérera de son corps, ne fera plus qu'un avec l'ordinateur, et grâce à l'intelligence artificielle, il pourra accéder, pourquoi pas, à l'immortalité. C'est ce que soutiennent certains post-humanistes. Ainsi, de part et d'autre de la sagesse antique, qui voulait que, hommes, nous ne soyons ni animaux ni dieux, certains affirment que nous ne sommes que des animaux, d'autres veulent faire de nous des dieux. Contre ces deux négations, je soutiendrai beaucoup plus classiquement que l'on peut encore définir l'humanité par l'étroite union d'une rationalité, à condition de ne pas la confondre avec l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle, et d'une animalité biologique. C'est parce qu'il est un certain type de vivant social parlant qu'il est rationnel dans le double sens de la rationalité théorique et morale. La thèse centrale que je soutiendrai est même plutôt la suivante. C'est parce qu'il est un animal parlant une forme de langage très particulière que l'homme est un animal rationnel, d'où se tirent un certain nombre de ses caractéristiques propres. En d'autres termes, l'homme est un vivant qui possède le logos, au double sens que ce terme avait pour les anciens, langage et raison, c'est-à-dire, c'est la même chose. On a fait de formidables découvertes concernant la communication animale. Mais le fossé par rapport au langage humain demeure toujours aussi considérable. Je précise qu'on vient de comparer le comparable, c'est-à-dire ce que font les animaux dans leur milieu naturel, leur capacité de communication intraspécifique, et non ce qu'on peut leur faire faire ou leur enseigner en laboratoire. On a souvent fait des listes de différences entre communication animale et langage humain, jusque dans ces toutes dernières années. Je rappellerai simplement certains très bien connus. À la différence du langage humain, dans la communication animale, le message est lié aux besoins de l'espèce, il est invariable, il est intransmissible, la réaction à une information est une action, non pas une autre information. Les animaux n'ont pas de formulation du futur, du passé, du conditionnel, ne se réfèrent pas à des choses absentes, possibles ou réelles, n'ont pas l'usage de la négation, ni par conséquent du dialogue au sens que nous donnons à ce terme. Mais il y a beaucoup d'autres listes. Je m'en tiendrai à un trait du langage humain qui me paraît essentiel et d'où pourraient se déduire les autres, ou du moins la plupart d'entre eux. C'est ce que j'appelle la structure prédicative. Parler, c'est pouvoir dire en troisième personne quelque chose à propos de quelque chose, et la structure, c'est pouvoir parler à quelqu'un de quelque chose et dire à quelqu'un quelque chose à propos de quelque autre chose. Et d'autre part, ce que j'appelle la structure indicative, parler, c'est pouvoir individuer en première personne ce dont on parle et donc se situer soi-même comme locuteur de ce que l'on dit. Alors je me contenterai pour l'instant de tirer les éventuelles conséquences de la structure prédicative du langage sur la rationalité et qui rend le langage humain incommensurable avec toutes les facultés animales, si intelligents soient-ils les animaux. Je précise,
Qu'est-ce que j'entends par prédiquer, par langage prédicatif? La base de la communication humaine, c'est la possibilité, je viens de le dire, d'affirmer à quelqu'un quelque chose à propos de quelque chose, sur la structure bien classique, S et P, c'est-à-dire P le prédicat, est dit d'un sujet, ou de le nier, S n'est pas P. Socrate est sage, la table n'est pas rouge, etc. Plus particulièrement, la structure prédicative, c'est syntaxiquement, je viens de le dire, le pouvoir de dire quelque chose à propos de quelque chose, mais c'est assertivement le fait de pouvoir affirmer ou nier un prédicat d'un même sujet. Du sujet S, le chat, on peut dire qu'il est noir ou qu'il est gris, du même chat, ou qu'il n'est pas noir. Et enfin, pragmatiquement, le fait de pouvoir parler à quelqu'un d'une même chose et de se contredire l'un et l'autre à son propos. C'est plusieurs. D'où se déduit, évidemment, un certain nombre de choses. Premièrement, le principe de contradiction, qui est à la base de la rationalité humaine. Il faut, pour pouvoir dire quelque chose et même se contredire l'un l'autre, poser et supposer que ce dont on parle, de part et d'autre de la contradiction, est lui-même comme sujet forcément non contradictoire, sinon on ne pourrait pas même s'y référer et donc se contredire à son sujet. De là aussi la possibilité du dialogue. Pour pouvoir dialoguer, il faut parler de la même chose, sans quoi il n'y a de dialogue que de sourds, et ne pas en dire la même chose, sinon il n'y a pas de dialogue du tout. Il y a répétition. De là se déduit l'universalité de la possibilité de communication entre humains, en dépit et au-delà de l'infinie variabilité des langues. De cela se déduit aussi un des traits qu'on considère comme essentiel du langage humain, sa créativité infinie. S'il était réduit, comme dans la plupart des systèmes de communication animale, à un système de signes de premier niveau, léopard, aigle, python, comme chez les vervets par exemple, ou à des actes montés dans l'arbre, ou des événements, il y a sa léopardie, si je puis dire, il y a un léopard, ce serait impossible. Il n'y aurait toujours qu'un nombre fini de messages, et à la limite, ni plus ni moins que de choses ou d'événements dont on parle. La prédication est la condition de la syntaxe, en même temps que sa forme élémentaire. Elle est donc la raison fondamentale de la créativité infinie du langage. Ce que j'entends par la créativité, je le répète, c'est le fait que vous n'avez jamais entendu de votre vie la phrase que je suis en train de dire, et pourtant vous la comprenez sans la moindre difficulté. Donc parler l'humain, c'est dire à quelqu'un quelque chose de quelque chose, ce qui donne accès à la négation, au possible et à l'argumentation. Alors, de cela dont j'ai souvent parlé, peuvent se tirer un certain nombre de conséquences, que j'ai d'ailleurs moi-même tirées ailleurs, dont la première conséquence est ce que j'appelle une ontologie descriptive universelle. Qu'est-ce que j'entends par une ontologie descriptive ? Eh bien, je distingue ontologie descriptive et ontologie réformatrice. La plupart des ontologies sont réformatrices. Elles essayent de dire ce qu'il y a réellement dans le monde, en deçà ou au-delà des apparences, ou en deçà ou en delà de nos croyances immédiates, dont nous sommes éventuellement victimes. À ces questions, à cette question de l'ontologie, on a pu répondre, on peut encore répondre, et on a peut-être raison de répondre. Ce qu'il y a vraiment, au fond, en dernière analyse, ce sont des idées, ou des formes, ou des nombres, ou des corps et du vide, ou de la substance pensante et de la substance étendue, ou de la volonté de puissance, ou des atomes, ou de l'énergie, ou de l'espace-temps, ou des quarks, ou du boson de Higgs, etc. Tout le reste est pure apparence, voire illusion, nécessaire ou non, utile ou nuisible, apparence due à la limitation de nos moyens de connaissance, à notre situation dans le monde, à la satisfaction de nos exigences vitales, à notre appareil perceptif et ses limites, aux exigences de la vie commune, etc., etc. Ce type d'ontologie, largement dominante, pour ne pas dire pratiquement exclusive, que ce soit en philosophie ou dans les sciences, on l'appelle réformatrice ou normative.
Au contraire, une ontologie descriptive s'en tient à une analyse des constituants minimaux de la réalité telle qu'elle s'impose apparemment à nous. Apparemment, mais universellement. Elle tente de décrire les éléments constitutifs du monde que nous percevons et dont nous nous parlons nécessairement les uns aux autres. Le monde dans lequel nous vivons nécessairement parce que nous sommes humains, un monde compréhensible par nous et dans lequel nous pouvons nous comprendre les uns les autres. Alors quels sont les instruments que nous avons pour construire une ontologie descriptive? Il n'y en a pas 36, il y en a 2, notre appareil perceptif et notre langage, et le langage. Mais le défi pour quiconque prétend construire une ontologie minimale, une ontologie descriptive, pardon, c'est le défi de l'universel. Parce que la tendance, évidemment, que nous avons, c'est qu'il y a autant d'ontologies, par exemple, on a pu soutenir cette thèse, qu'il y a de langues, une ontologie selon les langues, ou selon les visions du monde, ou selon les types d'appareils perceptifs, ou selon les... Bon. Y a-t-il, dans ce qui nous apparaît perceptivement et linguistiquement du monde, en se bornant à ce que nous en voyons et à ce que nous entendons, à ce que nous en disons, des structures universelles et nécessaires? Alors, je n'ai pas le temps de faire toute la démonstration, mais je dis qu'à ce défi, je réponds entre autres par la structure prédicative. À propos de quelque chose, un sujet humain, quel qu'il soit et quelle que soit sa langue, peut dire quelque chose qu'on appelle un prédicat. Nous parlons du chat, nous disons qu'il mange, qu'il griffe ou qu'il miaule, quelle que soit la langue. Pour que nous puissions nous parler, il faut qu'il y ait hors de nous des sujets dont nous parlons et sur l'existence desquels nous nous accordons. Ce que j'entendais tout à l'heure par la reformulation du principe de contradiction. Il faut que ces choses, sujets ultimes et identifiables, soient, en quelque sorte, identifiés par nos actes de parole, qu'ils soient et qu'ils demeurent ce qu'ils sont, même si les choses changent, même si nous disons qu'elles changent. C'est bien connu, car pour pouvoir dire que telle ou telle chose change, nous devons présupposer qu'elles sont toujours les mêmes, que nous pouvons les réidentifier. Quand je dis à Paul « comme tu as changé », je considère que il est toujours le même, sinon je ne pourrais pas l'identifier comme étant Paul. Donc pour pouvoir dire que quelqu'un ou quelque chose change, il faut par ailleurs présupposer qu'il est le même. C'est le même chat hier, aujourd'hui, c'est le même chat pour les deux interlocuteurs, c'est le même Paul aujourd'hui et il y a 5 ans. Manger, miauler, griffer sont les prédicats variables d'un sujet invariable. Nous parlons des choses, et nous pouvons en particulier en prédiquer ce qui leur arrive, des événements. Voilà, ça c'est la structure syntaxique de notre langage, qui vient de la structure prédicative, d'où se déduit, je reconnais que le gap, que le fossé est un peu rapide, pas le temps de m'y appesantir. Il y a une structure sémantique de base qui lui correspond, l'articulation de noms qui désignent des choses et de verbes qui désignent des événements. Alors, est-ce que à cette structure prédicative, dans son double sens syntaxique et sémantique, correspondent des exigences perceptives? C'est là l'autre défi de l'universel. Si les deux coïncident, nous avons des éléments d'une ontologie descriptive, sinon, eh bien, nous faisons chou blanc. Alors, commençons par la vue. Alors, je crois avoir montré, et je me contente de le rappeler, qu'à ces sujets nommables dont nous parlons correspondent primitivement des choses que nous voyons dans l'espace. La pierre, la chaise, la lune, une rose, un chacal, un enfant, Paul. Mettons en effet pour l'instant dans le même sac des choses, les objets, les animaux, les personnes. Tous nous apparaissent visuellement comme des corps tridimensionnels, bien découpés. Autrement dit, ce sont des individus. Et ces individus sont désignables la plupart du temps par des noms. Et la question qu'un esprit s'ouvrant sur le monde se pose, par exemple un jeune enfant se pose à leur sujet, c'est « qu'est-ce que c'est ça ?» Et c'est d'ailleurs ce que, apprenant à parler, il demande.
cette question est celle de l'identification. Elle suppose reconnaissance et réidentification. Ceci, ici, maintenant, est la même chose que cela, tantôt. Paul, la rose, le chat, etc. Il y a donc une sorte de parallélisme entre structure perceptive, structure sémantique, et structure syntaxique, si nous nous bornons, pour l'instant, aux choses dites, plus exactement aux choses dont on parle, et aux choses vues. Maintenant, écoutons. Les choses matérielles sont visibles, mais elles ne sont pas sonores, tant qu'elles ne bougent pas. Mais dès qu'elles se meuvent, ça fait du bruit. La branche casse. J'ai fait le bruit d'une branche qui casse, vous n'avez pas entendu. La pierre tombe. Merci, je bang. Le robinet coule, glou-glou, très mauvais. Le chat miaule, miaou. À tout son correspond un événement. Remarquons que les événements dépendent ontologiquement des choses, comme les verbes dépendent syntaxiquement des noms. Sur le plan sémantique, un nom désigne généralement une chose et un verbe un événement ou une action. Et sur le plan syntaxique, un verbe est un prédicat, il est même toujours un prédicat, et c'est même ce que la seule définition que certains linguistes contemporains peuvent donner du verbe, une définition syntaxique. Il dit quelque chose de quelque autre chose, le sujet, et n'existe donc pas sans celui-ci. D'autres mondes perçus est donc un monde de choses et d'événements. Sans événements, il n'y aurait que des choses fixes. Et un monde de choses permanentes, un monde immuable, un monde platonicien, de choses pures et immuables auxquelles on pourrait des choses qu'on pourrait entièrement définir une fois pour toutes par leur essence, c'est-à-dire par la réponse adéquate et définitive à la question « qu'est-ce que c'est ?» Inversement, sans chose, il n'y aurait peut-être que des événements, un changement permanent, mais sans aucun support, sans rien qui change, puisque les événements n'arriveraient à rien ni à personne, à rien de fixe en tout cas. Il y a donc deux types d'entités universelles et nécessaires, tant sur le plan perceptif que sur le plan sémantique et syntaxique. Des choses matérielles visibles dans l'espace, dissibles par des noms, auxquels il arrive des événements audibles dans le temps, dissibles par des verbes et attribuables au nom. Mais nous ne sommes pas seulement au monde comme étant des spectateurs qui sommes hors du monde, si je puis dire, pour le voir et l'entendre, et pour en parler. Nous sommes devant le monde comme agents, comme acteurs. Nous le contemplons certes à la troisième personne, voyons, nous l'entendons, sans y être. Mais d'un autre côté, nous y sommes en personne, en première personne. Dans le monde vu et entendu, il n'y a peut-être que des choses et des événements, il n'y a ni agent ni acte. Pourtant, nous imaginons, nous postulons, nous savons que tout ce qui arrive n'est pas simplement le fait d'aveugles relations de causalité. Nous imaginons, nous postulons, ou nous savons qu'il y a dans le monde des personnes, et pas seulement des choses, et des actions, et pas seulement des événements. L'un ne va pas sans l'autre. Car qu'est-ce qu'une action ? Une action, c'est tout simplement un événement causé par un agent, lequel, par voie de conséquence, peut être appelé une personne. Et une personne, qu'est-ce que c'est ? C'est cela même, c'est tout simplement une chose agissante qui non seulement peut causer des effets comme la chose qu'elle est, par exemple quand elle tombe comme la pluie, mais causer des actions, autrement dit agir, et donc avoir des raisons de le faire. Un même accident du monde est appelé acte lorsqu'il est causé par une personne et événement lorsqu'il ne met personne en cause. Vous pouvez très bien considérer que s'il pleut, c'est l'action de quelque dieu bienfaiteur ou malfaisant, qui pleut, qui fait pleuvoir. Vous pouvez considérer que c'est un simple événement. Personne et action sont donc les deux faces d'un seul et même concept. Nous pensons qu'il y a des personnes dans le monde, si et seulement si nous pensons que certaines choses agissent, qui par là même ne sont plus des choses, mais des personnes. Et nous pensons qu'il y a des actions dans le monde, si et seulement si nous pensons que certains événements sont voulus et faits parce que nous appelons des personnes.
Une personne n'est donc pas nécessairement un être humain, même si la question de savoir qui est une personne relève éminemment d'une ontologie réformatrice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui mérite d'être appelé une personne? Mais ce n'est pas la question que je pose, pour l'instant, dans notre ontologie descriptive. Dans une ontologie descriptive, beaucoup d'êtres ou d'entités peuvent être tenus pour des personnes. Ça peut être un dieu, un démon, un animal, une puissance naturelle personnifiée. Ce peut être aussi une entité abstraite, la France, mère des arts, des armes et des lois. Une puissance collective, la classe ouvrière. Il suffit que cette entité soit supposée agir avec des intentions, une volonté, etc. Ou plutôt, car tout le problème est là, évidemment, il suffit qu'on croie qu'elle agisse. On peut imaginer, à tort ou à raison, que les dieux de l'Olympe, les divinités de la forêt, les animaux sauvages ou familiers agissent au sens où ils sont cause ultime de certains événements qui arrivent dans le monde. C'est lui, c'est elle qui a fait cela. S'il n'y avait pas de personnes, c'est-à-dire des êtres, humains ou non, que nous pensons agissantes grâce à leur esprit, c'est-à-dire grâce à leurs désirs et à leurs croyances, s'il n'y avait que des choses et des événements dans le monde que nous contemplons, le monde nous apparaîtrait très différent de ce qu'il est. Il serait probablement sans valeur. Mais le monde dont nous parlons est aussi un monde où nous pouvons nous parler les uns les autres, agir et vivre les uns avec les autres. Et l'étendue de ce « nous », lorsque nous disons « nous », dépend justement de ceux que nous considérons comme des personnes agissantes. Un monde, par conséquent, où il y a du bien et du mal, un monde qui a du sens, et pas seulement un monde qui s'explique. C'est un monde où il y a des personnes dotées d'un esprit, comme Paul et moi, et qui pensent, comme vous et moi, comme je pense. Notre ontologie est donc finalement une ontologie triadique. Il y a dans le monde ce dont on parle et ce qu'on en dit. Structure prédicative. Autrement dit, il y a des choses réglées par le principe d'identité, et elles sont et demeurent ce qu'elles sont, et des événements réglés par le principe de causalité. Ils arrivent causés les uns par les autres. Et par ailleurs, il y a ceux qui sont non dans le monde, mais au monde, et peuvent y agir et en parler les uns aux autres. Des personnes qui sont réglées selon ce que j'ai appelé la structure indicative, et si vous voulez, par le principe, non pas d'identité ou de causalité, le principe d'imputation. Elles sont causes de leur action. Elles sont comme des choses qui seraient causes ultimes d'événements. Et les choses, nous les voyons. Elles sont là, elles répondent au qu'est-ce que. Les événements, les choses, nous pouvons les nommer. Les événements, nous pourrions les entendre. Ils arrivent, ils répondent au pourquoi. Nous tentons de rendre compte des uns par d'autres, de certains événements par d'autres événements. Ils sont causés par d'autres événements, et ainsi de suite. Ça répond au pourquoi. Et nous tentons de rendre compte des uns par le qu'est-ce que, des autres par le pourquoi. Les uns, nous les désignons par des noms, les autres plutôt par des verbes, mais les personnes et les actes répondent à une autre question, la question « qui ». Nous ne les voyons pas, nous les supposons. Nous tentons de rendre compte des actes par les personnes au moyen d'une causalité intentionnelle ou expressive. Il ou elle a fait cela. Nous désignons les personnes par des pronoms personnels, à prendre au sens strict du terme, des pronoms qui tiennent lieu d'un nom existant désignant une personne, sur le modèle de la première personne du singulier, l'indexical « je », selon ce que j'ai appelé la structure indicative. Il n'y a donc pas de langage sans nom, sans verbe, et sans pronom personnel, sans indexicaux d'une manière plus générale, et sans ces deux structures, prédicative et indicative. Pas de langage sans sujet dont on parle, sans prédicat qu'on leur attribue, sans locuteur pour en parler. Il n'y a pas de monde perçu sans espace visuel, sans temps audible, et sans quelque chose comme un sens interne où ils se coordonnent. Ce sont trois universaux qui ne dépendent ni des conditions relatives de la perception, ni des structures contingentes de telle ou telle langue particulière. Bien évidemment, ce qui dépend de des langues, des cultures, des moments, c'est la question de l'extension.
Quelles sont les limites des choses? Quelles sont les limites des événements? Qu'est-ce qui est une personne? Mais la structure triadique, qui est nécessaire et suffisante à notre ontologie descriptive, me semble être universelle. Alors, j'en viens à une deuxième conséquence de la structure prédicative. C'était là ce que j'appelle une ontologie descriptive. La deuxième conséquence est tout à fait différente, c'est le fait que ça fait des êtres humains des animaux métaphysiques, au sens, cette fois-ci, de l'ontologie réformatrice, et non plus de l'ontologie descriptive qui, elle, est universelle. Alors, les grandes entités de la métaphysique et de la plupart des métaphysiques réformatrices, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient philosophiques, sont forgées par un passage à la limite, par la radicalisation des questions les plus simples et les plus immédiates posées à tout être humain qui s'éveille au monde, par l'existence des choses, des événements ou des personnes. Il y a telle chose, mais qu'est-ce que c'est? Mais la question revient. Qu'est-ce que c'est d'être ce qu'est cette chose? Qu'est-ce que c'est d'être une fleur? Qu'est-ce que c'est d'être un chien? Qu'est-ce que c'est d'être ce qu'elle est pour la chose ainsi désignée? Et ainsi de suite. Cela mène le métaphysicien réformateur tout droit aux essences, aux formes. Elles sont immuables. Le métaphysicien réformateur imagine donc un monde sans événements, de choses fixes et invariables. À la limite, il pourrait même imaginer qu'il y a une chose, une seule, qui est et demeure ce qu'elle est, une essence qui n'est qu'elle-même, enfermée dans son identité, qu'il n'y a rien d'autre que l'être immuable, l'être en soi, l'être en tant qu'être, ce qui est absolument, sans jamais devenir, sans cesser d'être ce qu'il est dans son identité. De même, il se passe tel événement. On peut aussi interroger l'événement pour lui-même. Pourquoi arrive-t-il? Chercher sa cause, puisqu'un événement, on en rend compte par un autre événement. Et on peut, là encore, par passage à la limite et radicalisation, remonter à l'infini dans la série des causes, ou poser qu'il y a une cause de cause, de cause de cause, la cause première. Il y a deux façons de concevoir la cause première. On peut l'imaginer sans chose sous-jacente, comme un événement premier absolu, fondateur du monde, le clinamen épicurien, la conflagration stoïcienne, le Big Bang de la mythologie scientifique moderne. On peut aussi l'imaginer comme l'acte premier d'une personne, une création absolue, un fiat lux divin. C'est assez courant dans nombre de religions populaires. Il y a donc une personne, ou des personnes absolues, premières elles aussi, qui ont toutes les caractéristiques des personnes, volonté, intention, bonne ou mauvaise, puissance agissante, quels sont les caractères d'une personne, mais elles aussi absolutisées, toutes puissantes, dotées d'intentions absolument bonnes ou au contraire absolument mauvaises, un Dieu créateur, un démon ou un diable tout-puissant. Notre ontologie humaine, fondamentalement trivalente, mène donc à des métaphysiques réformatrices par absolutisation. Parce que nous croyons qu'il y a des choses qui sont et qui demeurent ce qu'elles sont et dont on rend compte par elles-mêmes. C'est ça, rendre compte d'une chose. C'est répondre à la question « qu'est-ce que ?» C'est donc l'enfermer dans son identité. Nous finissons par croire qu'il y a des choses absolues et premières, des essences. Et parce que nous croyons que les événements s'expliquent par d'autres événements, ce qui est sans doute le cas, nous finissons par croire qu'il existe des événements premiers et absolus. Et parce que, pour donner sens à un monde dans lequel nous pouvons agir, nous pensons qu'il y a des personnes, nous finissons par croire qu'il y a des personnes absolues, un ou des dieux ou des démons tout-puissants. Alors voilà une parmi d'autres conséquences métaphysiques de la structure ontologique qui elle-même se déduit de la structure prédicative. Il y a maintenant pas que des conséquences métaphysiques positives, je ne sais pas si les précédentes sont positives au sens moral du terme, peu importe, mais elles sont positives au sens qu'elles sont créatrices de quelque chose. Il y a des conséquences négatives, car cette ontologie ternaire, qui nous mène à une métaphysique réformatrice, nous empêche aussi de penser certains aspects de la réalité. Je ne prendrai qu'un exemple que je ne suis pas en mesure aujourd'hui de développer,
mais qui est pas mal discuté aujourd'hui, les entités qui résultent des concepts ou des équations de la physique quantique, par exemple. Nous savons que ces équations fonctionnent, si je puis dire, mais quant aux entités, nous ne savons pas bien si nous avons affaire à des choses qui sont et demeurent ce qu'elles sont, ou à des propriétés qui peuvent leur être attribuées, c'est le problème de la localité, ou s'il s'agit d'événements, mais alors des événements non causés. Tous les problèmes des métaphysiques posés, enfin, grande partie des problèmes posés par les réflexions philosophiques ou métaphysiques issues de la physique quantique, résultent probablement du fait qu'il nous est impossible de penser en dehors des cadres stricts de notre ontologie descriptive. Je parlerai très rapidement d'une autre conséquence négative que j'ai un peu plus développée, à laquelle nous conduit la forme de catégorisation qui nous pose à poser des questions radicales, que j'ai appelées des problématiques ou des questions hybrides, parce qu'elles résultent de l'entrecroisement de deux types d'entités ou de deux types de questions qui ne peuvent pas se croiser puisqu'elles répondent à des exigences totalement indépendantes. C'est la question de l'origine radicale, la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. C'est une question que j'ai appelée hybride parce qu'elle semble porter sur une chose, une substance, le monde donné, quelque chose qui est offert, l'être, à notre, sinon à notre perception, du moins à notre intuition, qui demeure ce qu'elle est comme sujet de ses propres changements, mais qu'on l'interroge comme un événement. Pourquoi ? Question qui, en un sens, nous paraît inévitable, parce qu'elle n'a d'autre présupposé que la vérité la plus indiscutable, quelque chose existe. Mais en fait, cette question repose sur ce que j'ai appelé une erreur catégoriale entre chose et événement. En effet, la question pourquoi quelque chose, quoi que ce soit, existe, n'a pas de sens. En effet, on peut rendre raison d'une entité ou d'un être, ou des êtres, par deux moyens imposés, selon qu'on a affaire à des choses ou à des événements. Si vous avez affaire à une chose, ou à ce que j'ai appelé une chose, vous rendez raison d'une entité par elle-même, c'est-à-dire par son essence, par ce qu'elle est. Vous demandez qu'est-ce que. Vous la tenez donc pour une chose qu'il faut être capable de subsumer sous son concept propre. Rendre raison d'une entité, en revanche, par une autre entité, c'est ce que j'ai appelé le processus d'altérisation, peu importe, c'est demander pourquoi. C'est la tenir non plus pour une chose, mais pour un événement qu'il faut être capable d'expliquer en déterminant la cause prochaine, un autre événement, par exemple. Alors le passage, la confusion d'une catégorie ou une autre s'effectue dans la façon de considérer le fait indubitable, que je ne vais pas remettre en question, que quelque chose existe. Pourquoi est-il quelque chose ? On applique à ce fait que quelque chose existe, le principe de causalité. Le fait est que. Donc pourquoi ? En appliquant le principe de causalité à ce fait, on se heurte à une ambiguïté implicite. Doit-on expliquer l'existence même de quelque chose ou la chose même en tant qu'existante ? Dans le premier cas, on ne peut donner sens à la question qu'en événementialisant l'existence, c'est-à-dire en la posant elle-même comme un événement, et en cherchant par conséquent un autre événement qui explique cette existence. Le principe de causalité est appliqué ainsi sous une forme qui convient aux événements du monde spatio-temporel selon la règle du pourquoi. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de cause première. Mais dans le second cas, on s'efforce de rendre raison de la chose même en tant qu'existante en cherchant dans la chose même, dans son essence, ce qui justifie telle ou telle de ses caractéristiques propres. Mais ici, la seule caractéristique de la chose interrogée, c'est qu'elle existe, son existence, qui doit donc pouvoir se déduire, dans ce cas-là, de son essence.
Il convient alors de rendre raison de la chose par elle-même, conformément à la règle du qu'est-ce que. Et vous tombez, par exemple, sur une métaphysique à la Spinoza. On a une position nécessitariste dans laquelle c'est une substance nécessaire dont l'essence enveloppe l'existence. Ainsi, le même fait, l'existence de quelque chose, est à la fois pris du côté de l'événement, ce qui justifie qu'on cherche la cause de son existence, et qu'on cherche de son existence hors d'elle, et du côté de la chose, ce qui justifie qu'on cherche à savoir ce qu'elle est, en elle-même, et en déduire son existence. Les deux règles sont contradictoires, comme le sont les deux manières de rendre compte d'une chose ou d'un événement, c'est-à-dire des deux entités qui sont nécessairement distinctes pour que nous puissions nous parler. Une autre conséquence de la structure prédicative et indicative de notre langage, et par conséquent de l'ontologie qui s'en déduit, c'est le fait non seulement que les êtres humains sont métaphysiciens, mais c'est qu'ils sont aussi artistes. Je l'ai récemment montré, ou j'ai tenté récemment de le faire, aux trois types d'entités irréductibles, aux choses, événements, personnes, correspondent trois genres d'art qui sont universellement humains, en même temps qu'ils sont signes d'humanité. Partout où il y a d'humanité, il y a représentation des choses dans l'espace par des images. C'est un signe d'humanité bien connu. Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Une image représente ce que j'appelle une chose pure, c'est-à-dire une chose sans événement. Et comment le fait-elle ? En empruntant les qualités visuelles des choses réelles qui tiennent lieu de la chose représentée. Mais là où il y a humanité, il y a aussi des arts de la représentation des événements dans le temps sans chose, par la musique, qui emprunte aux événements réels du monde leur qualité sonore. La musique représente des événements purs qui s'enchaînent causalement les uns les autres sans le support des choses. Et là enfin, où il y a humanité, il y a des arts de la représentation par des récits, c'est-à-dire de personnes agissantes, de personnes au sens large, qui expriment ce qu'elles sont par ce qu'elles font. C'est ce que j'appelle les trois sommets du triangle de la représentation, qui n'empêchent pas évidemment une infinité d'arts réels, on en invente tous les jours, d'arts possibles le long des côtés du triangle, selon la fusion réelle ou possible des différents modes de représentation, et notamment des arts du récit avec ceux de l'image, ou des arts du récit avec ceux des événements, c'est-à-dire avec les arts musicaux. Quoi qu'il en soit, les arts de l'image créent un monde autonome de la pure visibilité des choses. La musique crée un monde autonome de la pure sonorité des événements. Leurs deux conditions de possibilité se retrouvent dans les arts du récit. Ceux-ci, comme je l'ai déjà dit à propos des personnes et des actes, transforment des événements en actes et représentent des personnes dotées d'une essence comme les agents de ces actes. En effet, pour qu'il y ait récit, il ne faut pas simplement qu'il y ait des événements qui s'enchaînent les uns les autres et narration de ces événements qui se déterminent dans le temps, il faut des actes. Il faut donc qu'il y ait des personnes, humaines ou non, dotées d'intentions, fussent-elles contrariées par les intentions d'autrui ou par les événements. Il n'y a pas de récit sans l'hypothèse d'être dotés de ce qu'on appelle une théorie de l'esprit, c'est-à-dire se représentant eux-mêmes comme agissant dans le monde et comme imaginant d'autres êtres dans le monde agissant et pensant comme eux, je. La fable qui fait parler les animaux les pose comme dotés d'un esprit au sens où ils ont des intentions et agissent. Les mythes qui font parler les dieux, les livres saints qui font agir Dieu procèdent de la même façon. Les histoires, les épopées, les évangiles qui racontent les travaux et les jours, les vies et les œuvres de ces grands hommes, ces vaillants, ces héros, ces saints, ces fondateurs de lignées, bâtisseurs de villes,
père des peuples, découvreur de la vraie doctrine, pasteur de la vraie foi, ne procède pas autrement. Le récit fait d'un être vivant une personne. Il transforme une vie en une existence. Et la condition de tous ces récits, je le répète, c'est l'existence de personnes qui, d'un côté, causent intentionnellement ce qu'elles font, même si par ailleurs, elles subissent aussi toujours un peu, ou beaucoup, selon le genre de récit dont il s'agit, selon par exemple qu'il s'agit d'une tragédie ou d'une épopée, les contre-coups d'événements qui ne dépendent pas d'eux. Mais d'un autre côté, elles agissent en s'exprimant, en exprimant ce qu'elles sont, un peu comme une mélodie unifiée en un processus continu des événements musicaux déjà individualisables et abstraits de l'univers confus et inintelligible d'où ils émanent. Alors, me reste... Est-ce que je conclue? Non, peut-être encore une dizaine de minutes. Qu'est-ce que tu penses? Comment? D'accord, voilà. Je tiendrai dans le temps si j'arrive à tenir en 10 minutes. Bon, alors tout ça, c'est les conséquences qui se tirent d'une thèse initiale, la structure prédicative et indicative. Il me semble que j'aurais pu arriver à des résultats semblables en prenant un tout autre point de départ, et c'est celui dont je voudrais vous donner une petite idée. Jusqu'à présent, j'ai défini l'humanité par une certaine forme de langage, je l'ai dit, prédication, indication, par ces deux relations constitutives. J'en ai déduit d'autres caractères de l'humanité, son ontologie, sa métaphysique, ses arts. Il y a un an, j'en avais même déduit des choses sur la structure du droit, les relations contractuelles, etc. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. J'aurais pu, je crois, parvenir à des résultats convergents en prenant un tout autre point de départ. Non plus l'animal social, communiquant, interagissant au moyen d'un langage, qui permet ce que les éthologues appellent l'intentionnalité partagée et conjointe, qui suppose évidemment l'interaction contextuelle avec l'environnement, avec le milieu, et l'interaction sociale permanente avec les autres. Mais l'animal humain, on peut aussi le définir par une structure tout à fait propre, spécifique, de conscience. Alors au départ, il y a un animal. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Alors les limites n'en sont guère claires, simples, à tracer. Je vais le définir un animal d'une façon extrêmement grossière, non pas simplement par la fonction hétérotrophique qui d'habitude définit l'animal, c'est-à-dire la capacité de se nourrir de substances organiques, puisque l'animal se définit par son incapacité à transformer l'inorganique en organique, en gros, mais comme un vivant, je dis bien un vivant, qui d'un côté reçoit des informations de l'extérieur et qui d'un autre côté réagit à ces informations pour se réadapter en permanence aux modifications externes. Si on veut, d'un côté, connaissance du monde, information, action sur le monde. Il est possible qu'un grand nombre de ce que nous appelons des animaux, les zoologues appellent des animaux, les éponges, les polypes, les méduses, les coraux, les insectes, on n'en sait trop rien, reçoivent ces informations et y réagissent comme le ferait un très bon robot, une très bonne machine informatique, capable de se réadapter en permanence à son environnement sans que ça lui fasse rien. Mais il y a sans doute aussi des animaux conscients. La thèse n'a pas simplement été discutée à l'époque de Descartes, comme c'est bien connu, elle est encore discutée aujourd'hui, et plus qu'on ne croit. Mais peu importe. Je n'entends pas ici, évidemment, par conscience, conscience de soi, se penser soi-même, demeurer le même, ni même conscience réflexive, la capacité à se penser soi-même, par distinction avec se penser être quelqu'un, qui est la conscience de soi, ou même ce qui a constitué pour toute la tradition phénoménologique le trait constitutif de la conscience, la fameuse intentionnalité, c'est-à-dire la capacité de la conscience à se rapporter à quelque chose. J'entends beaucoup plus modestement ce qu'on appelle la conscience phénoménale, qu'on définit, si l'on veut, simplement par le thème expérience. Autrement dit, le vivant conscient en ce sens, parce que en ce sens, c'est nécessairement propre au vivant,
est dans tel ou tel état conscient quand ça lui fait quelque chose d'être dans cet état. Peut-être n'importe quoi, le stress, la douleur, etc., qui n'ont aucune structure intentionnelle par exemple. Donc, il sent, il ressent, fait une expérience qualitative absolument singulière, difficilement communicable. Le rouge et le bleu, incommunicable à un aveugle de naissance. Le son d'un Stradivarius, incommunicable à un sourd de naissance. Ou encore, qu'est-ce que ça fait, selon l'exemple fameux, à une chauve-souris, son système d'écolocation, et qu'est-ce que nous pouvons en comprendre? Nous ne pouvons ni le dire, ni le conceptualiser. Nous ne pouvons ni le concevoir, ni même l'imaginer, si toutefois la chauve-souris, ce qui est possible, mais nullement démontré, a une conscience phénoménale, c'est-à-dire que ça lui fait quelque chose, l'écolocation. En tout cas, c'est non conceptualisable. Eh bien, il est probable, je répète, que la plupart des mammifères, ou peut-être tous les mammifères, ou peut-être tous les mammifères et les poissons, nous n'en savons rien, font l'expérience des informations qui leur parviennent sur leur environnement extérieur. Cela leur donne ce que l'on appelle ce que j'appellerais, faute de mieux, des croyances à leur propos, mais le terme n'est pas bon, j'en ai pas trouvé de meilleur. Conséquemment, ils éprouvent, ils font l'expérience d'impulsion à agir sur leur environnement, afin de le modifier, soit directement, attaquer une proie, soit indirectement, fuite. Je dirais, là encore faute d'un meilleur terme, qu'ils éprouvent des désirs. Le terme n'est pas bon. Alors une croyance immédiatement présente à la conscience ne se donne pas elle-même pour vraie ou fausse, évidemment, mais se présente comme une donnée immédiate du monde, ce qu'on appelle parfois la transparence de la conscience phénoménale. Ici, source de nourriture, mais ici les mots sont trompeurs, parce que c'est une seule et même expérience. Ici, partenaire sexuel, là, prédateur. Un effet de cette transparence phénoménale est ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme animal, on peut allier ce terme, c'est-à-dire l'a priori, l'impossibilité a priori pour sans doute la plupart des mammifères, mais peut-être pas tous, peut-être pas les primates, c'est discuté, de distinguer l'expérience qui est faite du monde lui-même. Cependant, ce qui est sûr, c'est que dans le cas de l'être humain, c'est qu'il peut accéder, non pas forcément à une conscience réflexive, mais à un second degré de connaissance, une croyance sur sa croyance. Et ceci par le simple fait qu'il dispose, vous avez deviné, du langage prédicatif et indicatif. En effet, supposez qu'un être humain, il y en a de très célèbres, croit par exemple qu'il est assis près du feu à écrire et qu'il s'aperçoive ensuite que ce n'est qu'un rêve, que cette croyance était fausse. En réalité, il est tout nu dans son lit. Pour pouvoir penser, ce n'était qu'un rêve, il faut que cet être ait une croyance sur sa propre croyance, la croyance en la fausseté de sa précédente croyance. Les idées de vérité et de fausseté impliquent l'idée de croyance au second degré. C'est, si l'on veut, non pas une croyance réflexive, surtout pas, on n'a pas conscience de soi, mais une conscience dont l'objet intentionnel est l'objet intentionnel de premier niveau. La relation intentionnelle à l'objet de la croyance. C'est ce que j'ai appelé un pli de la pensée, métaphore. Je n'aime pas d'habitude beaucoup les métaphores, mais enfin, c'est l'idée qu'une pensée d'un être humain, au lieu de prendre pour objet un état du monde, peut prendre pour objet une autre pensée, la sienne ou celle d'autrui. Croire qu'elle est fausse ou vraie. Dans le cas de la croyance, c'est ce qu'on appelle un jugement. Un jugement, c'est par là que les êtres humains accèdent à des notions, je les répète, comme celle de vérité ou de fausseté. C'est par là qu'ils distinguent la réalité, le monde commun, du rêve ou de l'imagination, le monde propre à chacun. Ce pli de la pensée est un effet direct du fait que nous disposons d'un langage prédicatif dans lequel les mots de l'attribut sont utilisés pour désigner les choses du monde dont nous nous parlons les uns aux autres. Un animal sans ce langage ne pourrait avoir qu'une croyance vague, de premier degré, comme globalement, ici, source de nourriture,
car ils ne disposent pas des concepts de source et de nourriture qui relèvent de notre façon humaine, langagière, conceptualisée, d'interpréter ces comportements. Pour pouvoir avoir accès aux idées de vrai ou de faux, il faut donc pouvoir parler, mais inversement, il suffit de pouvoir parler pour avoir le concept de vérité. Un animal parlant, comme l'homme, est capable de s'entendre avec un autre sur ce qu'est du pain, par exemple, quoi que ce soit qui se mange. Par conséquent, de penser que ceci est du pain, ou que ceci n'est pas du pain, que ceci a l'air d'être du pain, ceci n'est pas vraiment du pain, etc., quoi que ça en ait l'air. Les êtres humains, en tant qu'ils parlent, ou plutôt qu'ils se parlent, qu'ils peuvent se répondre à propos de ce monde, peuvent donc distinguer le réel et l'illusoire. Ils ne sont plus idéalistes, comme les animaux, le vrai du faux, ce qui est objectif et ce qui n'est que subjectif. C'est ainsi que la conscience, proprement humaine, invente un monde réel, distinct d'elle-même, le monde extérieur, éprouvé immédiatement par le fait qu'il est commun, et il est commun parce qu'on peut en parler sans parler les uns avec les autres. L'invention du monde est donc en même temps l'invention de l'objectivité et donc de la distinction du vrai et du faux, du réel et de l'illusoire. Mais le jugement n'est que le premier pli de la pensée, ou si l'on veut, le second niveau de la croyance. Et je pense qu'il y a un troisième degré, une croyance sur une croyance sur une croyance, c'est-à-dire le jugement justifié, le savoir, qui s'énonce, par exemple, dans des phrases comme « oui, il est vrai » ou « oui, il est faux que X parce que Y », et on recourt à une preuve empirique, ou à une induction, ou une autorité quelconque. Bref, on a des raisons à faire valoir pour le jugement précédent, ce qui suppose un troisième degré de croyance. Alors je passe assez vite sur ce troisième degré, dont vous percevez immédiatement qu'il coïncide avec la possibilité même du langage et donc du dialogue, et donc de l'argumentation. Par le fait que nous pouvons argumenter, que nous devons argumenter, nous devons nous appuyer sur des raisons pour justifier que telle ou telle croyance sont vraies ou fausses. Mais je reviens à mon schéma précédent et je reviens maintenant à l'autre, pour conclure, à la partie droite du schéma, côté désir, côté action. Nous avons vu qu'au départ, il y a des désirs, des impulsions, dont certains animaux, dont les hommes, ont conscience et qui, par conséquent, permettent des conduites intentionnelles, mues par des désirs. Ça en fait des agents. Chez les animaux, 3 types de conduites en général: chercher la nourriture, fuir le prédateur, séduire le partenaire. Mais l'être humain n'est pas seulement capable d'agir et donc d'être agent, il peut agir librement, c'est-à-dire être sujet. Voilà encore une grande notion métaphysique que je lance après celle de vérité, celle de liberté. Je n'entends par là non pas du tout quelconque pouvoir métaphysique d'agir sans cause, mais pouvoir mystérieux de s'abstraire du cours du monde. Cela ne signifie rien d'autre que le fait de pouvoir agir comme on veut et pas simplement comme on désire. C'est-à-dire non pas simplement de désirer agir, mais de désirer ou non désirer agir. Être capable de vouloir agir, c'est de désirer ou ne pas désirer agir. C'est ce que certains philosophes ont appelé des volitions, c'est-à-dire des désirs de second ordre pour les distinguer des autres. Un être humain doit pouvoir avoir des volitions, sur ce que ses désirs devraient être, c'est-à-dire cette capacité est propre aux êtres humains. Je peux désirer boire et désirer ne pas désirer boire, et donc m'abstenir de boire. Je peux désirer manger et désirer ne pas désirer manger, donc désirer m'abstenir de manger, quoique j'en ai le désir aux 2 premiers niveaux. Sinon, on ne comprendrait pas la plupart des conduites humaines. Je peux désirer manger du porc et désirer ne pas désirer manger du porc, c'est-à-dire m'abstenir de manger du porc. La plupart de ce qui relève des volitions, quelles qu'en soient les raisons, n'est-ce pas, quels qu'en soient les motifs, plus exactement, quels qu'en soient les motifs,
eh bien, relève de ce second niveau qui est la liberté laissée aux agents de non pas d'obéir ou non à leurs désirs de premier ordre. C'est ça qu'on appelle la liberté de la volonté. Être humain, ce n'est pas simplement être agent, c'est être sujet, c'est-à-dire vouloir. Voilà donc le deuxième degré, des désirs sur des désirs, l'évolution d'un sujet. Il y a évidemment, c'est ce que j'appelle une volonté, qui elle aussi est le fruit d'un pli de la pensée, désir sur un désir. Il y a un troisième degré, de la même façon qu'il y a une croyance sur une croyance, c'est-à-dire la justification d'une croyance sur une croyance, il existe ce qu'on appelle des valeurs, qui sont une forme de justification des désirs, de désirs. Des désirs sur des désirs de désirs, des volitions justifiées, des valeurs, c'est-à-dire des raisons d'agir d'une personne, et plus simplement des motifs. Eh bien, je vais passer très vite. On dit que les êtres humains sont moraux lorsqu'ils peuvent agir selon des mobiles d'action de troisième ordre, non plus selon des désirs, des mobiles d'action, non plus seulement des volitions, des motifs d'action, des désirs de désir, mais selon des valeurs, des raisons d'agir, des motifs eux-mêmes motivés, des désirs de désir de désir, et on dira qu'un être agit moralement s'il peut agir, exposer les valeurs au nom desquelles il agit, lesquelles sont des justifications raisonnables de ses propres motifs, même s'ils ne sont pas. Donc ils peuvent faire partager, même si elles ne sont pas partagées. Parce que ça peut être la survie de l'humanité, la justice sociale, la science, ce peut être aussi l'honneur, la gloire, la richesse, la grandeur de Dieu, la nation, la race supérieure, etc. Je m'arrête là pour conclure. Conclure définitivement, je vous le promets. Nous sommes donc des animaux rationnels dans l'exacte mesure où nous sommes des animaux parlant un langage prédicatif et indicatif. On voit que cette vieille définition de l'être humain, qui a déjà fait dans le passé tous les métiers, peut encore servir à penser l'homme aujourd'hui, en dépit ou au-delà de toutes ces disparitions du paysage de la modernité. La rationalité est chez l'homme une conséquence de son animalité. Ce n'est pas une aptitude particulière, savante, calculatrice, ce n'est pas une aptitude intellectuelle, auquel cas elle serait aussi bien assumée, réalisée par un ordinateur ou par certains des primates qui sont sans doute aussi intelligents que nous. C'est un autre nom de la faculté propre de communication qui suppose vie sociale, dialogue, interaction avec des congénères, quels qu'ils soient, comme l'atteste la structure universelle du langage, prédicative et indicative, et la structure de la pensée humaine dans ce double versant que j'ai esquissé pour finir, qui est la structure plissée de la conscience. Donc la manière dont les êtres humains se représentent le monde, qui sont déduits, fait de choses, d'événements et de personnes, avec toutes les conséquences réelles ou illusoires que cela implique. Je vous remercie.